Si vous êtes donc sur votre chaîne de télévision E-Télé ce matin, merci de nous suivre et de rester fidèles à cette émission matinale. Amis téléspectateurs, bonjour. Les accidents de circulation routière constituent donc l'une des causes ou l'un des facteurs de mortalité de la population active au Bénin. C'est une situation qui nous inquiète et qui juge donc, qui sous-tend donc notre choix aujourd'hui pour parler des accidents de circulation, les causes, les statistiques au Bénin. Quelles sont les politiques qu'il faut mettre en place pour pouvoir en éviter davantage dans notre pays et pouvoir garder donc la population active en pleine forme pour contribuer au développement du pays? Ce matin, toujours comme d'habitude, avec Modeste. Bonjour. Bonjour, prenez la D aussi et bonjour aux amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien, la pleine forme. Oui, Émeric, bonjour. Bonjour, Bounelade aussi, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, aujourd'hui, nous parlons des accidents de circulation. Est-ce que vous avez déjà assisté à un accident de circulation ou bien vous en avez déjà été victime aussi? Assister, non. Mais après l'accident, je fais peut-être le constat. Mais bon, en tant que journaliste, en tant que journaliste, et j'ai une fois eu un accident de circulation. C'était il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans. J'étais en stage dans un média de la place et au retour en rentrant, je me suis fait heurter par un engin et ça m'a fallu quand même quelques moments de souffrance, de douleur. Surtout quand c'est grave, oui. Émeric? Il faut dire que, pas plus tard que la semaine passée, j'ai encore assisté à un accident de la circulation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est légion. Sur nos routes, on constate beaucoup d'accidents qui se passent. Bon, c'est vrai que j'ai également vécu un accident de circulation, mais il y a très longtemps. Depuis que j'ai vécu cet accident de circulation, j'ai fait beaucoup attention. Et donc, ça passe avant que je vienne ou bien je passe avant que ça ne vienne. Donc, c'est un peu ça, l'accident de circulation. Il faut dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter aujourd'hui, surtout quand ça tombe dans des cas graves, dans des cas extrêmes. Je pense que la personne humaine est comment dit-on, quand vous voyez la personne humaine par terre, après avoir subi un accident de circulation, franchement, ça donne de la chair de poule et on se dit finalement que l'homme n'est rien, parce que surtout quand comme je le dis, un accident de circulation qui est extrêmement grave, et même quand vous voyez le sang humain couler par terre, franchement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter. C'est les animaux qu'on peut tuer comme ça. Encore que ceux qui défendent les droits des animaux vont vous dire également, qu'il faut le faire également. à plus forte raison, la personne humaine. Donc je pense que honnêtement, ce n'est pas quelque chose. Mais il faut que nous, je pense que l'émission est aussi là pour sensibiliser, parce qu'aujourd'hui, nous constatons beaucoup de dérives sur nos routes. Absolument. On constate beaucoup de désordre, surtout pour nous en tant que jeunes, où les gens s'amusent avec leur vie. Et quand le pire vient, on accuse souvent la tante du village, le grand-père du village, alors qu'on aurait pu éviter ça, C'est vrai que bon, il y a certains accidents vous pouvez éviter ça n'importe comment, mais parfois ça arrive. Mais quand vous êtes prudent, quand vous êtes sur votre chemin, quand vous êtes sur votre ligne, je pense que vous arrivez toujours, un temps soit peu, même si ça doit arriver, ça n'arrive pas comme cela se doit. Donc, prudence doit être mère de sûreté et on doit, comment dit-on, avoir ces comportements de courtoisie et puis de prudence sur nos routes aujourd'hui. Vous aurez pour être prudent, mais on dit... Vous savez ce qu'on appelle le Akuba? Non, en fait, si chacun est prudent... La fatalité, c'est ça, oui. Si chacun est prudent, je pense ça que doit arriver, voilà. C'est que ça ne serait pas aussi grave. Mais bon, voilà, le constat est là. Tout le monde n'est pas forcément prudent. Le matin, quand on va au boulot, tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé. À 8 heures, tout le monde est en retard. On essaie de faire les dépassements comme ce n'est pas du tout indiqué. Et voilà, on se retrouve dans des situations qu'il ne faut pas. En tout cas, le sujet a retenu notre attention aujourd'hui et nous avons des invités qui sont habilités peut-être à gérer des cas du genre et vont
nous indiquer davantage comment ça se passe et autres. Alors, outre donc tout cela, nous avons notre mot du jour pour parler des accidents de circulation, Émeric. Justement, quand on parle d'accident de circulation aujourd'hui, il faut dire que le mot du jour, c'est bien sûr accident. Alors, accident, il faut savoir que c'est un nom masculin et accident s'écrit avec A, C, C, I, D, E, N, T. On parle bien sûr d'un accident. Et le premier sens qu'on donne au mot accident, c'est bien sûr le sens philosophique. C'est ce qui n'est pas essentiel, fait accessoire. Voilà. C'est le premier sens qu'on donne au mot accident. Le deuxième sens, c'est bien sûr événement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts, met en danger. Accident d'avion, par exemple. Le troisième sens, en musique, c'est bien sûr l'altération placée devant une note. Là, on parle d'un accident. Le quatrième sens, également, c'est bien sûr accident de terrain, déformation du terrain, par exemple. Évidemment, fortuit qui a des effets plus ou moins dommageables pour les personnes ou pour les choses, accident de la route, événement inattendu, non conforme à ce qu'on pouvait raisonnablement prévoir, mais qui ne le modifie pas fondamentalement. Un échec qui n'est dans une brillante carrière. Alors, quelques synonymes avec le mot accident, c'est bien sûr accrochage, avatar, catastrophe, drame, incident, malheur, mésaventure, revers, tragédie. Mais attention, accident à ne pas confondre avec incident. Deux citations pour finir avec le mot accident, c'est bien sûr celle d'abord de Lume qui dit « C'est toujours après l'accident qu'on nous prévient du mauvais état de la route. » C'est toujours après l'accident qu'on nous prévient du mauvais état de la route. Et la dernière citation, celle de Sacha Guitry qui dit que chaque accident arrivé à autrui est un accident évité par vous. Chaque accident arrivé à autrui est un accident évité par vous. Merci beaucoup, Émeric, qui nous a donc mieux renseigné sur le mot accident qu'on utilise tout le temps. Ce n'est pas donc forcément quand on est en circulation qu'on a un accident. Un accident peut arriver dans d'autres circonstances également. Alors, Modeste, les messages, peut-être rappeler aux téléspectateurs qui peuvent envoyer donc les messages sur des contacts. Oui, simplement rappeler aux téléspectateurs qui peuvent envoyer les messages sur le numéro juste affiché en bas de leurs écrans et nous aurons le plaisir, nous ferons quand même le plaisir de les lire. Émeric, Modeste, je vous retrouve tout à l'heure. Nous attendons également sur le plateau le psychologue André Alikhounou. On espère qu'il pourra donc être des nôtres dans les prochaines minutes. Pour l'instant, nous allons installer une partie de nos invités pour démarrer les discussions sans tabou. Nous sommes de retour donc sur notre plateau pour parler des accidents de circulation. Ce matin, je suis avec Éric Dagnonvi. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais super bien. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Vous êtes chef division contrôle routier, éducation et statistique au CNSR d'Abomey-Calavi. Un plaisir de vous avoir ce matin. Merci beaucoup. Également sur ce plateau, Tanguy Nyambakbo. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous êtes responsable des opérations de secours Croix-Rouge, à la Croix-Rouge, j'allais dire, au niveau de l'unité locale Cotonou-Marina. Marina, effectivement. Exactement. Et donc, vous êtes également accompagné, M. Nyambako, de Gilus Adé. Bonjour. Oui, bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes le secrétaire général adjoint de la Croix-Rouge. Effectivement. Toujours donc de l'unité locale Cotonou-Marina. Oui. Alors, nous parlons des accidents de circulation et quand on dit accident, à quel moment est-ce qu'on dit qu'il y a accident de circulation? J'ai bien envie de poser cette question. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a accident de circulation? Monsieur Dagnonvi. Oui, merci madame. Et effectivement, le Centre national de sécurité routière, c'est un centre qui est sous la tutelle du ministère des Infrastructures et des Transports. Oui. Et ce centre, l'État a créé ce centre pour pouvoir diminuer ou bien éliminer les cas d'accidents que nous enregistrons sur nos routes. On parle d'un accident quand il y a collision
entre ceux qui utilisent la route. Parce que quand on dit la route, c'est une infrastructure qui est là, qui est érigée. Et il y a différentes personnes, différents usagers qui utilisent cet espace routier-là. Et je peux les citer, par exemple, il y a les piétons. Quand nous partons des usagers vulnérables, il y a les piétons. Après les piétons, nous avons les motocyclettes, les motocyclistes, j'allais dire. Après, nous avons les conducteurs de véhicules à 4 et plus. Tous ceux-là doivent partager la route. Et quand quelqu'un parmi un élément dans ce groupe-là n'arrive pas à respecter les prescriptions de la route, il y a accident, il y a collision. À ce moment qu'on parle d'accident. D'accord, très bien. Alors, lorsque la personne est, disons, toute seule dans son véhicule ou bien même sur sa moto et qu'il va cogner une infrastructure, est-ce qu'il y a accident? Il y a effectivement aussi un accident. Il y a un accident parce que j'ai dit la route, c'est une infrastructure routière qui est érigée. Et quand vous prenez la route, il y a différents éléments. J'ai parlé seulement des individus. Oui, des individus, c'est pour ça que j'ai voulu... Effectivement, je vous comprends très bien. Les infrastructures, c'est-à-dire les feux tricolores, les panneaux de signalisation, tout cela, c'est un ensemble de la route. Et quand vous percutez cet ensemble, quelque chose de la route, on dit que vous avez fait un accident. Même une sortie de route, quand vous le faites, vous avez fait un accident. Un accident. Oui. Très bien. Alors, Tanguy Nyambakpo, quand on dit qu'il y a accident de circulation, est-ce que, disons, selon la situation, on peut dire qu'il y a plusieurs types d'accidents? Oui, je pourrais dire qu'il y a plusieurs types d'accidents parce que déjà, une fois que le lieu change, c'est que le contexte aussi change. Les accidents domestiques ne représentent pas, ne sont pas classés au même titre que les accidents de la voie publique. Bien sûr. Donc, une fois que le lieu et que le contexte changent, c'est que nous pouvons parler de plusieurs types d'accidents. Très bien. Et sur la route, est-ce qu'il y en a également de plusieurs types? Bon, sur la route, nous parlons juste d'accidents de circulation. On ne catégorise plus. Comme c'est sur la voie publique, nous mettons tout ça dans l'accident de circulation. Très bien. Voilà. Alors, je voudrais quand même qu'on essaie d'analyser un peu les causes de ces accidents. Vous êtes sûrement également usager de la route parce que vous l'avez utilisé pour nous rejoindre au plateau ce matin. Et donc, vous avez aussi peut-être déjà participé ou bien encore être témoin, vous êtes peut-être témoin d'un accident de circulation. Quelles sont les causes qu'on peut y voir selon... Je vais d'abord donner la parole à Julius Adé. Quand on parle d'accident de circulation. Merci, Madame Amérique. En matière d'accident de circulation, il y a plusieurs causes. D'abord, en toute chose, on dit qu'il y a des lois. Et effectivement, par rapport à la route, il y a le code de la route. Lorsque nous ne maîtrisons pas le code de la route et nous allons sur la voie, et nous savons, on croit que tout est permis, on va comme on veut, et puis il y a un accident. Lorsque je suis dans un état d'ivresse, je suis sous la gueule, je vais au volant, je vais créer des dommages à autrui. Donc, il y a plusieurs comportements. Lorsqu'il y a des soucis, par exemple, je suis à moto, soit je file avec excès de vitesse, également, il peut y avoir accident. Donc, tout dépend de nous-mêmes d'abord et on doit être prudent lorsque nous sommes sur la route. Très bien. Et Monsieur Nyambakpo, les causes? Les causes, toujours pour compléter, en dehors de l'état de l'individu, il y a aussi l'état du véhicule. Le CNSR, par exemple, a prévu et a instruit à ce que les véhicules soient inspectés. Alors, si le véhicule est en mauvais état, ça peut aussi créer des accidents. En dehors de ça, il y a l'environnement de l'intéressé. Je suppose que c'est en temps de pluie. Il y a aussi des normes, il y a certains critères que nous devons respecter lorsque nous empruntons la voie. Autre que ça, c'est peut-être les infrastructures qui peuvent aussi être des facteurs, sinon des causes d'accidents. Donc voilà déjà pour compléter, voilà ce que je pourrais dire. Très bien. Et vous, merci beaucoup. Et je pense qu'ils ont bien défini les causes. Il y a 3 causes. Et c'est pour cela que quand vous voyez un peu ce que nous faisons au Centre national de sécurité routière,
nous essayons d'étudier, nous essayons d'améliorer ces causes-là. La première cause, je vais les citer pêle-mêle, après je vais dire la cause qui domine. Et il y a une cause technique, d'accord, une cause technique environnementale, c'est-à-dire que c'est le matériel roulant. Vous allez voir, il a si bien dit, au CNSR, il y a une équipe qui inspecte le matériel roulant. D'ailleurs, c'est inscrit et tout usager qui a un véhicule doit se faire inspecter, doit avoir l'autorisation de circuler avec ce véhicule sur nos routes. Et ça, ce n'est pas quelque chose sur lequel on doit discuter. C'est obligatoire. Oui. Donc, la visite technique, oui. Et ça se fait au Centre national de sécurité routière. Et des fois, vous allez voir, quand il y a un accident, la première des choses que les policiers demandent, c'est la visite technique, c'est après ça on a l'assurance et autres. C'est-à-dire pour vérifier si le matériel roulant a été certifié, est autorisé. C'est-à-dire que le papier qu'on te donne quand tu viens au CNSR, c'est une autorisation qu'on te donne pour te permettre de circuler avec les autres usagers de la route. Et avant d'avoir l'autorisation, il faut passer par le CNSR pour avoir. Il y a les techniciens qui inspectent le véhicule, c'est-à-dire le système de freinage, les feux, l'éclairage, tout ça là, on essaie d'inspecter, de te donner l'autorisation. S'il y a un élément qui est défaillant, on te dit d'aller réparer et venir prendre la certification de la vie technique. Là, nous le faisons. Quand on quitte ce domaine, on vient maintenant sur l'infrastructure routière. Et depuis un certain temps, l'État a commencé par nous associer aux infrastructures routières. Sinon, avant, nous n'étions pas présents dans l'installation, la réalisation des routes, nous n'étions pas présents. Donc, c'est compte tenu des accidents, compte tenu des causes des accidents que l'État a jugé bon. Depuis combien de temps? Ça fait déjà bientôt 5 ans. D'accord. 5 ans qu'on a commencé par intervenir. Il y a une cellule qui est créée au CNSR. Et quand les ingénieurs prennent la réalisation d'une route, les ingénieurs font appel au CNSR pour les conseils techniques. Comment installer par exemple un panneau, comment réaliser les tracés sur la voie. Oui. Tout ça là permet à l'usager de mieux circuler. Et quand nous quittons cette cause-là, nous tombons maintenant sur la cause humaine. Ça, c'est la catastrophe. Parce que quand vous voyez les accidents de la route, à 90% de ces accidents, la cause est humaine. C'est-à-dire que l'excès de vitesse, par exemple, et le non-respect des signalisations qui sont autour de nous, et l'alcool au volant, la distraction. La distraction, ça, on lit ça au téléphone. Parce que les gens sont au volant, ils téléphonent, ils parlent, ils sont distraits. Tout ça là rentre dans les causes humaines et ça aggrave les accidents de la route. Très bien. Alors, je sais que vous êtes de la Croix-Rouge et du CNSR, mais j'ai quand même une question pour vous. C'est, est-ce que vous avez déjà subi ou bien été victime d'un accident de la route Tanguy Nyamako? Bon, sur ce volet, été témoin, oui. Mais victime, jusqu'à présent, non. Non. Eh bien, d'accord. Et vous, j'ai vu ça? Bon, j'ai été victime. Au moins une fois, j'ai été victime d'un accident de circulation avec un véhicule. Et vous-même, vous étiez dans le véhicule, c'est ça? Qu'est-ce qui en était la cause? Non, en fait, moi, j'ai quitté. Je n'étais pas sur l'axe principal, c'est le véhicule qui était sur l'axe principal. Et je freinais, et subitement, je me vois nez à nez avec le véhicule, et j'ai percuté le véhicule. Alors que par rapport au freinage, tout est au point. Là, je n'ai pas compris. Donc, je me suis corrigé contre le véhicule, mais je n'ai pas eu grand-chose quand même. Je n'ai pas eu grand-chose. C'est vrai que j'ai eu quelques éclatures et autres. Donc, sur le champ, j'ai dû appeler une personne contact qui est venue rapidement avec son véhicule pour pouvoir me prendre. Très bien. Oui. Alors, lorsque l'on est victime d'un accident de circulation, avant donc de venir aux conséquences et autres, lorsqu'on est victime d'un accident de circulation, c'est quoi le réflexe qu'il faut avoir? Peu importe, je pense, est-ce qu'on doit d'abord voir la gravité avant de savoir quel réflexe avoir? Lorsqu'on est victime d'un accident de circulation, je pense que le tout premier réflexe, c'est d'avoir l'esprit assez calme.
Parce que, vous savez, tout juste après l'accident de circulation, il y a ce que nous appelons l'état de choc. Oui. Vous pouvez être en état de choc sans même le savoir. D'accord. Et il y a des signes pour pouvoir évaluer cela. Lesquels, par exemple? Déjà, lorsque vous êtes en état de choc, vous avez la sueur. Quelqu'un qui est en état de choc peut suer abondamment. Il y a la pâleur de sa peau, la couleur de la peau. La peau peut être pâle. L'intéressé peut être en train de s'exprimer, mais va divaguer. Je suppose, je suis victime d'un accident, je vois un ami qui est là, qui veut me porter assistante, mais je l'appelle grand-mère ou bien je l'appelle oncle. Alors que je sais, bon... Il n'a rien à voir, vous n'avez aucun lien de familiarité. Voilà, donc il y a tous ces signes-là qui amènent à ce que l'on puisse dire, bon, telle personne est en état de choc. D'accord. Donc le tout premier réflexe, c'est déjà c'est d'être calme. Si vous avez une personne, si vous êtes assez conscient pour pouvoir prendre les choses en main, c'est d'appeler une personne ressource, sinon une personne contact. Là, c'est lorsque vous êtes la victime. Lorsque vous êtes la victime, c'est de pouvoir appeler une personne conséquente pour que l'intéressé puisse venir à votre secours ou bien pour que l'intéressé au moment opportun puisse déjà vous aider. Mais si c'est vous qui êtes témoin de l'accident, là c'est tout un parcours. Parce que si vous êtes témoin d'un accident à la Croix-Rouge, nous reconnaissons à ce que l'on puisse faire le pas. D'accord, c'est-à-dire? Le pas, le P, c'est protéger. Ok, d'accord. Le A, c'est alerter. Oui. Et le S, c'est secourir. Bien sûr. Voilà. Alors, celui qui veut pratiquer le pas, nous l'appelons le secouriste. Et secouriste, celui-là qui maîtrise un ensemble de gestes pour porter efficacement secours sans aggraver l'état de santé de la victime. Je ne vais pas venir au secours de quelqu'un qui a peut-être une fracture et à la fin de mon secours, ce dernier-là perd un membre, ou bien perd le membre qui est fracturé. Là, je ne suis pas un bon secouriste. Et si le membre devait être de toute façon, moi je ne sais pas, dans l'état dans lequel le membre était, et si de toute façon je n'ai pas du tout agi sur le membre. Voilà, oui. Donc il y a, à la fin, je dois pouvoir porter les soins. Et ces soins-là doivent m'amener, déjà avec l'examen, ces soins-là doivent m'amener à porter soin efficacement. Donc je disais protéger, alerter, secourir. Oui. Dans la protection, qu'est-ce que nous mettons? C'est un ensemble, il faudrait d'abord évaluer la situation. Et dans notre cas de figure ici, c'est l'accident de circulation. Alors, pour la grande majorité, la protection commence toujours par la foule qu'il faut écarter. Parce qu'on est habitué, ici au Bénin, lorsqu'il y a collision, lorsqu'il y a choc, lorsqu'il y a dommage... D'aller voir de quoi il s'agit. Voilà, il y a les curieux, il y a ceux qui vont pour diverses raisons. Oui. Donc, il y a une foule qui est amassée là. Alors, c'est d'écarter la foule. Lorsque vous écartez cette foule-là, vous devez forcément baliser. Baliser, pourquoi? Parce qu'il faut éviter le suraccident. Ce n'est pas parce qu'il y a accident de la circulation que nous allons empêcher les usagers de cette voie-là de pouvoir vaquer à leur occupation. Donc, nous allons baliser en fonction du nombre de voies, baliser pour éviter le suraccident. Et je fais tout ça là avant d'aller vers la victime elle-même. Et quand j'y vais, les normes nous recommandent d'appeler la police. Et pour faciliter le travail de ces derniers, je dois matérialiser. Tout ceci parce que lorsque je vais toucher ma victime, il ne faudrait pas qu'en retour, qu'on me dise que j'ai aggravé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Là, pour les services de constat, ils sauront que voilà la position initiale de la victime avant que qu'on ne puisse la toucher. Et lorsque je matérialise, j'arrange et je dégage la victime. Alors, le dégagement n'étant pas obligatoire, c'est à moi d'évaluer. Donc voilà comment je finis la protection. Très bien. Alors, après alerter et enfin secourir. Alerter et secourir. Au niveau de l'alerte, ce que je vais juste dire pour être bref, c'est quoi? L'alerte, ce n'est pas ce que nous faisons habituellement. Je prends mon téléphone, j'appelle, allô, comment tu vas? Il y a un accident. Ce n'est pas ça. Il y a des services qu'on doit appeler. Je prends le cas des sapeurs. Si j'appelle les sapeurs, il y a des informations que je dois pouvoir apporter. On dit souvent que le message doit être clair,
précis et concis. Je ne dois pas divaguer. Je prends notre cas ici. Je dois situer la zone, situer l'endroit où l'accident a lieu. Pour que les services en venant qui ne se perdent pas. Parce que tout ça là entre dans la rapidité en fait de l'équipe à se porter donc, sur les lieux. Voilà. Et si c'est que je dois le faire par personne interposée, je dois attendre forcément le retour. Je demande à quelqu'un d'appeler. Ce dernier doit pouvoir me dire, ah, je l'ai fait, ils sont en cours de route. Sinon, nous serons là, mais personne ne viendra. Personne ne viendra. Donc, voilà ce que nous mettons dans la lettre. Nous pouvons alerter aussi les autorités politico-administratives, la police pour le constat, les parents de la victime. Et sur ce volet-là, bon, le temps, je ne sais pas si nous allons revenir sur ça. Exactement, alerter les parents de la victime. On va y revenir tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si Eric Denionvie a quelque chose à ajouter par rapport aux réflexes qu'il faut avoir donc, lorsqu'on est victime d'un accident. Non, je pense qu'il a si bien énuméré parce que c'est leur domaine. Et ça fait que de temps en temps, quand nous sommes en sensibilisation, nous essayons de se faire accompagner des spécialistes de la Croix-Rouge. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain quand il y a accident. Tous ceux qui viennent regarder ne viennent pas pour secourir la victime, non. Ils viennent peut-être pour faire des photos ou bien pour surtout qu'il y a les réseaux sociaux. Et ils encombrent la victime. Donc tout ça là, je pense que ça doit être porté à l'attention des téléspectateurs pour que de temps en temps on puisse limiter ces cas de mort inutiles sur la route. Très bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure quelque chose, Tanguy, c'est-à-dire que quand je ne peux pas secourir la personne, vaut mieux vaquer tout simplement à mes occupations, c'est ça, ne pas s'en approcher. Si je n'ai pas les techniques, les compétences qu'il faut, le mieux c'est de ne pas m'en approcher. Parce que je peux vouloir aider quelqu'un et me retrouver en prison. C'est facile. D'accord. Et je peux aussi vouloir aider quelqu'un et de façon banale amener cette personne-là à décéder. Je vous donne un exemple très simple. Oui. Une victime qui est en état de choc, qui vous demande de l'eau à boire, ne lui donnez pas de l'eau. Si vous ne le savez pas, vous allez dire apportez-moi de l'eau, vous allez donner de l'eau. Et ça va amener cette dernière à peut-être passer de vie à trépas. Donc, si vous ne savez pas faire porter efficacement ces gestes-là, ne le faites pas. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, Julius Sadé, dites-moi, à la Croix-Rouge, quand vous, disons, observez peut-être les accidents de circulation qui ont lieu dans notre environnement et autres, quelle analyse vous en faites, je puis dire? Bon, en matière d'analyse, moi, ce que je vois souvent, c'est pas... Il y a beaucoup d'incivisme sur nos routes. Je prends par exemple le port de casque. Oui. Ça a été dit plusieurs fois, mais allègrement, nous voyons les gens sur la voie sans porter de casque. Et à chaque fois, lorsque l'occasion se présente, je leur demande, est-ce que vous savez que la vie, la tête, on n'achète pas la chatte au moins? Et c'est votre vie qui est en danger. D'autres disent que, bon, s'ils portent les casques, que, bon, ils ne se sentent pas à l'aise. Et que ce n'est pas une raison fallacieuse. Que en réalité, c'est votre vie qui est en danger. Que essayez quand même de vous protéger, c'est la moindre, c'est le minimum. Donc, il y a des gens, consciemment, qui savent, bon, et qui s'en foutent pas mal. En dehors de ça, il y a les jeux naturels par leur système de zéro qui conduit de façon pour provoquer même des accidents, ne pas en finir. Donc, je pense que ce qui reste à faire, il faudrait quand même, à partir même du cours primaire, commencer par insérer comme on faisait par le passé, l'éducation civique, pour essayer d'expliquer, d'éduquer davantage à partir du bas âge les citoyens à savoir que, en matière, il faudrait savoir comment il faut traverser la voie d'abord, les notions banales qu'il faut avoir en matière du code de la route, dès le bas âge, lorsque on ne commence pas à ancrer, ça peut changer beaucoup de choses. Et également, il faudrait associer la population, associer la population, même au niveau des ménages, il faudrait les sensibiliser. Cette sensibilisation. Pour réduire au moins le cas d'accident, parce que presque tous les jours, il y a accident. Bien sûr.
Bien sûr. D'ailleurs, nous allons revenir un peu plus sur les procédures ou bien comment faire justement pour pouvoir en limiter davantage. Mais je voudrais demander à vous, Eric Dagnonvi, quels en sont les accidents de circulation? Quelles sont aujourd'hui les statistiques? Si vous pouvez nous en parler un peu. Vous êtes à Abomey-Calavi, c'est vrai, mais peut-être que vous avez des informations au plan national du CNSR qui travaille essentiellement à ce qu'il n'y en ait pas beaucoup. Oui, merci beaucoup. Tel que je le disais, nous travaillons avec la police républicaine. Et quand il y a accident, c'est eux qui viennent nous faire le constat. Et c'est suite au constat qu'ils nous envoient le PV. Et c'est par rapport au PV maintenant qu'on détecte maintenant les causes et les nombres de tués, de blessés ou de blessés graves. Et par rapport à ces statistiques, je pourrais dire que les 5 dernières années, le taux a augmenté à chaque fois. D'abord, sur nos affiches, vous allez voir 800 tués par an. Oui. Mais je vous dis que ce taux a augmenté. Cette année, l'année passée, par exemple, cette année, on n'a pas encore les statistiques. Oui. Parce qu'il faut terminer l'année et rentrer dans l'autre année. Pour pouvoir faire le point de l'année précédente. Voilà. Donc, l'année passée, nous avons enregistré près de 1000. Wow. Cela veut dire qu'il y a du travail à faire. Il y a de la sensibilisation à faire. Et c'est le problème qui se pose sur le terrain. C'est que c'est tout comme si il faut forcément la répression pour que les gens puissent comprendre ce qu'on dit. Or, au CNSR, notre vocation, ce n'est pas de réprimer. Notre vocation, c'est d'aider, c'est de faire comprendre à l'usager de la route qu'il y a des comportements qu'il faut éviter. La route a un code. Et si vous ne le savez pas, ne pratiquez pas. Parce que c'est un jeu, en réalité. Et chacun doit jouer sa partition. Est-ce qu'on peut s'abstenir de pratiquer ou d'utiliser le problème qui se pose, il me semble que de notre côté, nous avons failli. Je le reconnais. Parce qu'il y a un groupe d'usagers qui est sur la route qui ne devrait pas être sur la route. D'accord. Ce n'est pas des conducteurs à 2 roues. Ça, c'est un problème qu'on a. On a dit, pour utiliser la route, pour pratiquer ou bien pour partager la route avec les autres usagers, il faut connaître le code de la route. Je vous dis, c'est ce groupe d'usagers qui sont majorité sur la route, ne comprennent pas, ne savent même pas ce qui veut dire les feux tricolores. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas quand est-ce que je dois m'arrêter, quand est-ce que je dois partir. Les panneaux de signalisation, qu'est-ce que ça signifie? Ils ne le savent pas. Et ils veulent partager la route avec nous. J'ai dit que nous avons failli parce qu'il y a une loi qui est là, la loi est là, et qui exige à tout usager qui doit utiliser la voie de passer par le code, de passer par l'auto-école pour avoir le code de la route. Oui. Au moment où on a commencé par exiger, on a commencé par obliger, on a oublié les 2 roues. Parce qu'en ce moment, nous avons minimisé le nombre. Ça date de 1976. Imaginez en ce temps, il y a combien de motos qui circulent. Oui. Donc nous avons minimisé le nombre. Et ça a fait qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés. C'est le premier moyen de déplacement aujourd'hui. Et je pense qu'avec les ONG qui nous appuient, on essaie de rattraper, surtout les conducteurs à 2 roues, les spécialistes de la moto. Je parle des EM. Ce n'est pas eux seuls qui conduisent. Tout le monde a une moto à la maison. Donc tout le monde doit passer par l'auto-école pour connaître au moins le code. Donc nous avons ciblé ce groupe-là, les EM, parce qu'ils sont les spécialistes de la route. C'est eux qui conduisent, c'est leur métier. Nous essayons de les sensibiliser, de les éduquer et de faire en sorte qu'ils aient leur permis A2. Parce que pour conduire une moto, la catégorie qui est conseillée, c'est le permis A2. Et je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train d'évoluer sur le terrain. Et beaucoup de ZEM ont maintenant leur permis. Voilà. Cela va participer un peu à la réduction des accidents sur la route. En plus de ça, il a parlé du port de casque. Vous savez, ce qui se passe sur la route, c'est inadmissible, quoi. Et un jour, nous sommes allés faire la sensibilisation sur le campus. Parce qu'on s'est dit que là, c'est un lieu de savoir, c'est les intellectuels qui sont là. Et nous avons déroulé, nous avons montré l'utilité du port de casque. Parce que nous avons compris qu'il y a tellement de motos. Bien sûr, les étudiants. Donc nous nous sommes dit, la tâche serait facile à leur niveau. Mais je vous dis, c'est plus grave, c'est plus pire que mon frère villageois
qui est dans mon village. C'était quoi le... Non, le problème c'est quoi? Nous nous sommes dit, ils vont vite comprendre ce qu'on dit et intégrer ça dans leur comportement. Je vous dis que les étudiants, quand ils sont sur la voie, ils portent le casque. Pourquoi? C'est pas qu'ils se disent que c'est pour protéger leur tête, mais ils se disent qu'il y aura la répression. Le policier est là, l'agent du CNSA est là, et c'est pour ça qu'ils portent. Et quand ils rentrent sur le campus, ils enlèvent le casque. C'est pour dire que c'est seulement sur la route, sur la voie, qu'il y a accident. Or, sur le campus, il y a les tracés, il y a des voies, il peut encore avoir accident là. Donc, celui-là, il n'est pas différent de mon oncle qui est au village. Cela veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Il y a un autre volet que nous sommes en train de vouloir corriger, c'est-à-dire les passagers, ceux qui sont derrière. Les gens croient que quand il y a accident, c'est seulement le conducteur qui est victime. Mais les statistiques nous ont montré que de plus en plus, il y a plus de victimes, plus de traumatisme au niveau des passagers qui sont derrière. Donc cela veut dire que quand on a lancé le port de casque, nous nous sommes focalisés uniquement sur les conducteurs, croyant que nous allons régler le problème. Mais en réalité, nous n'avons pas réglé le problème. Il faut que les passagers de la moto, je parle du conducteur et de celui qui est remorqué, puissent porter le casque pour qu'en cas d'accident, on n'ait plus tellement de traumatisme crânien au niveau à l'hôpital CNHU. De toute façon, on observe aussi que sur les motos, ce n'est pas un seul passager qu'on a forcément. Il y en a plusieurs. On en a 2, on en a 3, on en a 4, même parfois s'il y a des enfants. Oui, jusqu'à 6. Ça, je suis d'accord. Et je pense que cet état des choses, nous allons corriger. Parce qu'on met tout dans la pauvreté, on met tout dans le manque de moyens, non. Parce que quand il y a un accident, ce que tu vas dépenser à l'hôpital, ce n'est pas affaire de pauvres. C'est des centaines de millions. Et nous n'avons pas beaucoup de spécialistes de la tête au CNHU. Il y a des cas où on est obligé de t'évacuer. Tu as quel moyen? Donc le mieux, c'est de protéger ta tête dès maintenant. Ça ne coûte rien. Un bon casque avec 20 25 000. Les gens vont me dire que c'est cher. Effectivement, quand vous comparez aux dépenses que vous allez faire à l'hôpital, je pense que ce n'est pas cher. Et quand vous prenez un individu au Bénin, tout le monde a des téléphones portables. Et achète de crédit, fait tout ce qu'on veut. On ne calcule même pas ce qu'on dépense. Donc on ne peut pas dire qu'un casque qui coûte 20 000, 25 000 est cher. Nous sommes en train de plaidoyer, nous sommes en train de faire la plaidoirie au niveau du gouvernement pour qu'on puisse subventionner le bon casque, les casques homologués. Ce n'est pas les casques que nous voyons chez les marchands, non, ce n'est pas ça. Mais petit à petit, on a essayé de faire comprendre à la population qu'il faut porter. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'exiger la qualité, d'exiger aux marchands ou bien aux commerçants d'importer la qualité en subventionnant ces casques pour qu'en cas de choc, en cas de risque, on ne puisse pas enregistrer ces accidents-là sur la route. Très bien. Tanguy Yamapo, vous nous parliez donc du fait d'alerter tout à l'heure les secours, la police et autres, et même les parents de la victime. Avant d'aller un peu plus en détail sur les parents, nous allons d'abord voir un petit extrait d'un accident de la circulation qui a eu lieu il y a quelques mois à Pomé-Calavi. Ensuite, on revient. Boutique entièrement démolie, un poteau électrique renversé, une voiture complètement irrécupérable et bien d'autres dégâts. Voilà le bilan de cet accident dans lequel est impliqué un camion de la société béninoise de brasserie Sobebra. Selon un témoin, la crevaison d'un pneu du camion qui transportait les casiers de bière est la principale cause de l'accident. On a entendu l'exposition du pneu. Et on était juste sorti pour voir ce qui s'est passé. Parce que comme d'habitude, quand on entend des bruits comme ça, on sort pour voir. Maintenant, on était sorti quand on voyait les véhicules, les camions venaient seulement et ça a tout cogné. C'était un pneu. Et il a perdu le contrôle. Il filait, en fait, il filait. Sinon, au moins, il était de l'autre côté. S'il ne filait pas, au moins pour pouvoir traverser, ça allait bloquer. Au total, 4 personnes, dont l'apprenti du chauffeur du camion, et 3 riverains ont été blessés et évacués à l'hôpital. Le service constat et celui du dépannage de la police républicaine se sont mobilisés sur les lieux du drame.
Voilà, c'est un bref aperçu de ce qui se passe sur nos routes. Je vais d'abord prendre la réaction de Julius Adé d'abord. Bon, par rapport à cet accident, je peux dire d'abord, il y a une situation qui s'est produite, c'est-à-dire il y a crevaison de pneus. Non seulement il y a crevaison de pneus, il y a un peu excès de vitesse du chauffeur avec tous les dégâts que ça a occasionné. Heureusement qu'il n'y a pas mort d'homme. Mort d'homme, oui. Heureusement parce que quand on voit un peu les dégâts matériels... Vraiment, c'est colossal. Faut avoir peur, oui. Oui, vraiment. Donc, c'est ce que je peux dire de façon ramassée. Tanguy? Oui, donc on était en train de parler de la lettre, surtout beaucoup plus au niveau des parents. Parce qu'il fut un jour, j'assistais une étudiante. Et sur ce volet, j'ai préféré appeler les parents parce que l'intéressé était blessé, il y avait une fracture. Mais aussitôt, le papa m'a dit, n'appelez pas les sapeurs, je viens avec le véhicule, je vais amener ma fille vers tel centre. J'ai compris très tôt qu'ils étaient assurés et que c'est certainement la maison d'assurance qui les a demandé pour tel ou tel dégât d'aller vers ce centre-là. Donc, en termes d'alerte, c'est très important de pouvoir appeler via les canaux qu'il faut et les personnes vraiment ciblées. Après l'alerte, nous allons parler du secours. Oui. Le secours se fait en deux volets, c'est-à-dire les examens et les soins. Les examens vont nous permettre de comprendre réellement le mal dont souffre notre victime. Nous allons vérifier dans un premier temps la conscience, parce qu'un homme, c'est d'abord la conscience qui guide tout. Et quand pas de conscience, on fait recours au cerveau. Donc nous allons questionner notre victime, nous allons lui donner des ordres, et si cette dernière répond valablement, c'est qu'elle est consciente. Après la conscience, nous allons parler de la respiration. Et la respiration dit souvent qu'elle se voit, elle s'entend, elle se sent. Donc nous allons voir les mouvements de la cage thoracique, nous allons sentir le souffle de sa respiration et nous allons entendre le bruit de la respiration aussi. Tout ceci en 7 secondes. D'accord. Tout ceci en 7 secondes parce que l'intéressé peut respirer, mais peut mal respirer. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elle ne respire pas. Je peux respirer, mais mal respirer. Après la respiration, nous allons passer à la circulation. Et à ce niveau, c'est pour savoir s'il y a hémorragie interne ou pas. Donc là, nous allons prendre le pouls carotidien, nous allons prendre le pouls et voir s'il y a des séquelles. L'examen finit avec les autres lésions. Et les autres lésions, c'est tout ce qui est dommage corporel. Les fractures, les plaies, les atteintes du squelette en général. Les fractures, les plaies, les brûlures, les luxations, entorses et os. Et ça là, nous allons le faire en palpant la victime. Palper et non caresser. Donc, nous allons toucher, voir si peut-être est-ce qu'il y a une plaie. S'il y a une plaie, la victime va réagir. Oui. Si elle ne réagit pas et que je touche et que c'est mouillé, je dois savoir si c'est le sang qui a coulé et qui a créé cela. Donc, dès que nous allons finir l'examen, on va pouvoir apporter les soins qu'il faut. Si c'est qu'il y a fracture, je dois faire une immobilisation. Si c'est qu'il y a une plaie, je dois pouvoir traiter cette plaie-là. Et je finis les soins avec une surveillance en attendant maintenant ceux que j'ai appelés. Si c'est la police, si c'est les sapeurs, si c'est les parents, je finis les soins en faisant un secours psychologique, en surveillant ma victime. Très bien. Alors, j'ai une petite préoccupation dans l'exemple que vous avez donné, et ce père donc, qui a voulu transporter son enfant vers un centre, disons, dans lequel peut-être il pourra donc prendre en charge son enfant. Oui. Ça me fait penser donc au transport de la victime. Est-ce qu'on est libre de transporter la victime vers le centre voulu ou carrément il faut des personnes spéciales, compte tenu de la blessure ou bien de l'état de la personne victime? Non, en principe, le transport, c'est via les services vraiment spécialisés. Dans ce cas de figure, c'est parce que la victime n'avait pas grand-chose et le papa a voulu que ça soit. Sinon, lorsque vous appelez les sapeurs, eux, ils sont instruits, savent vers quel centre de référence la victime doit être évacuée. Voilà. Très bien, d'accord.
Alors, vous avez suivi également tout à l'heure cet élément. Je n'ai pas eu votre réaction dessus. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous pensez? Déjà, je pense à la faute humaine. Ce véhicule pouvait faire beaucoup de dégâts que ça. Il pouvait y avoir beaucoup de dégâts que ça. Heureusement qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Mais je profite déjà pour encore sensibiliser. Parce que le but de notre passage aujourd'hui, c'est de sensibiliser la population. Bien sûr. Que ce soit les usagers directs, ceux qui sont aux alentours. Le risque est permanemment là. Et nous disons dans notre jargon, pas un pas sans le pas. Ce n'est pas forcément lorsqu'il y a accident qu'il faut protéger. La prévention commence bien à l'avance. Et pour que cela soit effectif, nous l'avons dit, si votre véhicule est en bon état, si la visite technique est effectuée, c'est que vous êtes toujours dans la protection. Donc, pas un pas sans le pas. Merci. Alors, Eric Dayanvi. Oui, merci beaucoup pour l'image. Et d'entrée de jeu, je vais dire que, parce que heureusement que le témoin a dit que le véhicule, le conducteur est en excès de vitesse. Et ça se situe à Bomekaravi. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses là. Et tout le monde sait, les conducteurs de véhicules, ils savent que dans les villes, dans les agglomérations, il y a une vitesse qu'il ne faut pas dépasser. Oui. Et c'est 50 km à l'heure. Je ne vois si réellement le conducteur est à 50 km à l'heure aux environs de Calavi, je pense que même s'il y a éclatement, il va maîtriser son véhicule. Parce que ce qu'il a dit, il a quitté son couloir pour venir dans l'autre couloir. Et vous voyez, quand vous voyez la voie d'Abomey Calavi, il y a un TP 100 ans qui est au milieu, qui a de béton, tout ça là. Oui. Imaginez comment il a pu dépasser, même les poteaux, il a pu arracher des poteaux pour se retrouver de l'autre côté. Cela veut dire qu'il est vraiment en excès de vitesse. Et c'est ça, c'est la première cause des accidents au Bénin, l'excès de vitesse. On est toujours pressé. Et des fois, on n'a pas la visite technique. L'état du véhicule n'est pas assuré. Ce qui doit être, n'est pas assuré. Et on se met à faire de l'excès de vitesse. Même si les pneus sont en bon état, nous le savons tous, nous avons des véhicules ici, nous savons là où on s'en procure. Les pneus, c'est des deuxième main, troisième main, quatrième main. Oui. Même si l'état, les crampons sont visibles, c'est pas pour cela que je dois faire de l'excès de vitesse. Il peut y avoir éclatement à tout moment. Donc, la chose qu'il faut respecter là, c'est les limitations de vitesse. Je pense que s'ils respectaient ça, il n'y aura pas cet accident-là. Très bien. Vous voulez réagir, c'est ça? Non, je pense que sur ce volet, si le véhicule est en bon état et que le conducteur est assez conscient, respecte les panneaux et feux de signalisation, je pense que nous pouvons éviter bon nombre d'accidents. Parce que nous l'avons dit au début, près de 90%, la faute incombe à l'homme. Très bien. Voilà. Alors, Eric Dayanvi, je reviens à vous parce que vous avez dit il y a quelques minutes que les statistiques évoluent en fait au niveau des accidents de circulation. C'est-à-dire qu'on disait 800, aujourd'hui on avoisine les 1000 et autres. Je me pose la question de savoir, étant donné que le réseau routier, il y a eu beaucoup de travail qui a démarré depuis plusieurs années et beaucoup d'artères donc revues, renouvelées, reconstruites. Il y a eu de nouvelles voies d'ailleurs qui ont été construites. Ça n'a pas eu vraiment d'impact positif sur les accidents de circulation, c'est-à-dire la limitation des accidents de circulation, c'est ça? Oui, et effectivement, le gouvernement est en train de renouveler d'autres voies. Ou bien oui. On a mis dans le projet d'asphaltage. Effectivement, dans la ville de Cotonou, quand vous êtes venu il y a de cela 5 ans, vous allez vous perdre. Absolument. Et on a constaté qu'avec ces nouvelles voies-là, que la vitesse a augmenté. C'est tout comme si, quand la voie est libre, quand on voit qu'il y a du confort, les gens font de la vitesse, ignorant les feux de tricolore, les panneaux de signalisation, et chacun ne respecte pas son couloir de circulation. Ça, c'est un fait. Et de temps en temps, le CNSR organise des séances de sensibilisation à ces endroits-là. Parce que les nouvelles voies, vous allez voir, avant, ce n'étaient pas des voies praticables. Et il y avait des constructions de part et d'autre, des maisons de part et d'autre.
Et les riverains avaient un autre comportement. Mais avec si tu ne vas pas doucement, je ne voilà, pas. avant, c'était les enfants qu'on envoyait acheter de Oui. l'autre côté de la voie. Oui. Maintenant, il y a une nouvelle voie. Donc, ces comportements-là doivent changer. Et c'est pour cela que de temps en temps, nous nous mettons sur cette voie-là. Et nous parlons aux riverains, ceux qui ont des maisons aux abords, ceux qui ont des préoccupations. On leur explique le fonctionnement de la voie et les comportements qu'ils doivent adopter. En plus de cela, les conducteurs même, ils ne respectent pas. J'ai dit ici que c'est l'excès de vitesse qui est la première cause. Si nous essayons d'éliminer ça, vous allez voir que nous allons réduire de moitié les accidents de la route. Et ces accidents, ça vient, c'est que les gens se disent que c'est une fatalité. Non, ça devait arriver. Non, ça ne devait pas arriver. Quand nous maîtrisons les causes, quand nous savons ce que nous devons faire, parce que dans l'érection de la voie, dans la tracée de la voie, tout est mis dedans. La configuration de la voie, ça nécessite des panneaux qu'il faut avoir sur cette voie-là. Et quand tu es conscient, quand tu maîtrises le code de la route, et quand tu te mets sur cette voie, avec tout l'accompagnement-là, tu devais éviter certaines choses. C'est pour cela que ceux qui font... Bien sûr, on peut dire qu'il y a des accidents qui viennent. Parce que par l'erreur de l'autre, je dis quelqu'un qui est au volant, qui prend son portable. Ce n'est pas seulement lui qui sera la victime. Non, peut-être c'est une autre personne. Oui. Et pour cela, on conseille aux conducteurs d'être vigilants. De ne pas être distrait. Tu es sur la voie, tu as raison. Il y a un exemple que j'ai l'habitude de dire. Oui. On est dans un feu tricolore et le conducteur de moto a vu le feu vert qui lui donne l'autorisation de circuler. Et il circule sans regarder à gauche. Et bizarrement, il y a quelqu'un qui a brûlé son feu de là-bas. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce que j'ai raison que je dois évoluer sans prendre garde, sans voir si ceux qui m'entourent, si l'environnement dans lequel je travaille, si l'environnement est propice pour que je puisse aller. Donc, c'est pour cela qu'il faut être très, très vigilant sur la route. Il faut respecter le code de la route, mais aussi il faut il faut pouvoir éviter les erreurs des autres. C'est ça, en le faisant, on est un bon conducteur. Oui. Ce n'est pas forcément en respectant le code, en conduisant comme il le faut qu'on est bon conducteur. C'est quand tu fais tout ça là et tu anticipes l'erreur de l'autre, tu es un bon conducteur à ce moment-là. Tu auras raison, mais tu n'iras pas à l'hôpital. Très bien. Alors, il faut dire que lorsqu'il y a accident de circulation et qu'on vient faire le constat, il y a également le côté juridique parfois qui s'en mêle ou, disons, quand les véhicules ne sont pas assurés, ça crée encore d'autres ennuis. Et quand elles sont assurées, il faudra donc que les assurances soient contactées pour peut-être prendre en charge la victime. On ne sait jamais. Nous avons essayé de poser la question à notre juriste Cyril Assemo qui nous répond donc à travers cet élément. Ensuite, on revient. Le droit des assurances fait présentement l'objet d'une uniformisation au sein de la conférence interafricaine des marchés d'assurance qu'on appelle CIMA. Cette communautarisation du droit des assurances procède du traité du 10 juillet 1992 instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les États africains. Ce traité a annexé le code des assurances des États membres de CIMA. Dans le CIMA a des objectifs, donc les objectifs du CIMA, on peut citer par exemple l'uniformisation du droit applicable aux assurances, la rationalisation du droit économique relatif au marché public. Je voudrais par là aussi signaler que quand on parle de droit des assurances, il existe deux grandes branches sur une répartition sur la base juridique. Nous avons l'assurance de dommages ou de choses et l'assurance de personnes. Et quand on prend l'assurance de dommages ou de choses, elle entraîne la protection du patrimoine qui signifie l'incendie, accident, risques divers et rapports et transports. Et on distingue l'assurance de choses, l'assurance de responsabilité civile. Et là, on évoque le principe indemnitaire.
C'est-à-dire que la victime ne peut pas percevoir plus que le dommage survenu. C'est-à-dire, l'assurance ne doit pas être cause d'enrichissement. Et de l'autre côté, quand on prend l'assurance de personnes, elle assure la vie contre le décès, les accidents et les maladies. Ici, le principe qui est retenu est différent du principe indemnisé, c'est plutôt le principe forfaitaire. Parce que la vie n'a pas de prix. Et quand je parle du cas de la réalisation du sinistre, c'est dans la mesure où l'aléa s'est réalisé. C'est-à-dire il y a un dommage que la compagnie d'assurance doit couvrir. Comment ça va se faire? S'il y a un accident, quelles sont les voies à suivre pour quand même bénéficier de la couverture du sinistre vis-à-vis de la compagnie d'assurance? Voilà. Je vais commencer par dire qu'il s'agit là des obligations des parties. C'est-à-dire, non seulement la part qui revient, l'obligation qui revient à l'assuré et celle qui revient également à l'assureur. Donc, prenons d'abord les obligations de l'assuré en cas de la réalisation du sinistre. D'abord, il faut tout de suite consulter ou faire la lecture de l'article 12 pour comprendre, pour avoir les voies que l'assuré pourrait emprunter pour avoir une couverture du sinistre. Ainsi, l'article 12 alinéa 4 du code CIMA dispose que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai dans le contrat de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés en cas de vol ou de bétail ou de mort de bétail, c'est 2 jours ouvrés. Et en assurance vie, aucun délai n'est fixé. Mais les bénéficiaires ont intérêt à effectuer la déclaration rapidement. En ce qui concerne les obligations de l'assureur, c'est prévu à l'article 16 du code CIMA. Lors de la réalisation du sinistre ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Donc, l'assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration ou suspension du contrat. Et il faut retenir à partir de cet article que lorsqu'il y a réalisation du sinistre, l'assureur se doit de répondre, de couvrir le risque au prorata des cotisations effectuées par l'assuré. Donc il ne va pas couvrir le risque au-delà des cotisations ou des paiements de l'assuré. Et aussi, il faut noter que l'assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration. Ça voudra dire quoi? Lorsque le contrat est à terme et que les parties ont décidé de ne plus avoir un contrat d'assurance, dans ce cas, lorsque un sinistre se produit et l'assureur, la compagnie d'assurance n'est plus liée à ce sinistre-là. Voilà, donc les éclairages de Cyril Assemou sur l'assurance, comment est-ce que ça se passe lorsqu'il y a accident de circulation. Alors, nous allons recevoir tout à l'heure, parce que vous le savez, quand on parle d'accident de circulation, on a dit tout à l'heure qu'il y a choc, on est en état de choc, et quand c'est encore des cas graves, parfois on ne s'en remet pas forcément. Donc, nous allons recevoir sur le plateau un psychologue qui est là, André Alihonou, pour nous en parler avec Émeric Okupeli. Mais je vais d'abord vous demander, Julie Sadé, vous êtes secrétaire général adjoint au niveau de la Croix-Rouge. Alors, comment est-ce quelle peut-être politique vous mettez en place pour pouvoir assister ou travailler à la limitation des accidents de circulation? Je pense qu'en matière de limite, c'est un travail qu'il faut planifier. Et par rapport à la planification,
Nous, au niveau de la Croix-Rouge, c'est la formation en premier secours et les gestes qui sont primordiaux pour nous. Et chaque année, nous essayons de planifier les formations au cours des vacances. Non seulement au cours des vacances, mais également au niveau des institutions. Nous essayons également d'élaborer des plans de formation à l'endroit des structures qui sont dans le besoin, où nous nous rapprochons d'eux pour leur proposer des services en matière de formation, en matière de gestes qui sautent. Parce que l'idéal est qu'il faut qu'il y ait un secourisme par ménage, par foyer, si possible, et au niveau également des structures. S'il y a moins un secours, parce qu'on ne prévient pas le danger, ça peut venir à tout moment. Et l'essentiel est que vous avez un secouriste, en cas de qu'est-ce qu'il y a, il pourra intervenir au moment opportun. Voilà de façon ramassée ce que je peux dire. Je ne sais pas si le reste a quelque chose à ajouter par rapport à ce côté-là, parce que c'est son domaine de prédilection. D'accord. Oui, au fait, les formations, nous les programmons. Parce que quelqu'un qui n'est pas formé, ou bien le pire du cas aussi, c'est le secouriste qui ne se recycle pas. Je suis une formation, je dis que je suis secouriste. Un secouriste de 5 ans n'est pas un secouriste actuel, au jour d'aujourd'hui. Donc, les anciens secouristes, il faudrait qu'ils puissent se recycler. Parce qu'au jour le jour, les notions sont améliorées. L'autre chose, c'est quoi? Le bienfait de cette formation, c'est de pouvoir avoir les techniques. Parce que le secourisme, c'est un état d'esprit. Nous n'allons pas vous demander de quitter la maison avec un défibrillateur dans l'esprit de pouvoir aider quelqu'un. Non. Le danger, ça ne se prévient pas. Ça survient et on y fait face. Donc, c'est un certain nombre de techniques. Vous avez l'état qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut en cours de route et vous pouvez l'utiliser pour sauver cette personne-là. Donc, c'est des séances de formation que nous organisons, des diffusions sur le secourisme, les gestes qui sauvent. C'est notre contribution pour pouvoir limiter ces accidents-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous avez suivi notre juriste tout à l'heure. Il y a un aspect quand même qui m'intéresse, c'est que quand on voit un peu aussi sur les images qu'on a vues de l'accident de circulation, on a vu tous les dégâts au niveau de l'infrastructure routière. Alors, quand c'est enregistré comme ça, comment on gère? Étant donné que vous participez depuis quelques années quand même à la réalisation des infrastructures routières, comment on gère? Oui, et effectivement, avant d'en arriver là, je vais essayer de vous expliquer comment au CNSL nous essayons de prévenir ces accidents-là par nos sensibilisations. Et je disais dès le début que nous travaillons avec la police républicaine. Et c'est eux qui nous donnent les renseignements, c'est eux qui nous fournissent les causes des accidents par rapport à leur rapport, à leur truc là, et à leur constat. Et chaque année, nous essayons de faire sortir ces causes-là pour pouvoir agir. Et l'année passée, nous avons répertorié plusieurs causes de ces accidents-là. Et les zones dans lesquelles cela se réalise, cela se reproduit fréquemment. Et nous avons conçu des programmes de formation par rapport à ces causes. J'ai dit ici que l'excès de vitesse, c'est la principale cause. Et chaque année, cela revient. Chaque année, quand on énumère les causes, nous voyons que l'excès de vitesse n'a jamais bougé. C'est toujours là et c'est toujours en première position. Et il faut remarquer que la ville de Cotonou enregistre plus d'accidents que les autres villes. D'accord. Et bizarrement, la ville de Cotonou enregistre moins de morts que les autres villes. C'est le paradoxe. Et cela s'explique aisément. Cela explique que nous avons constaté que l'excès de vitesse diminue à Cotonou que dans les autres villes. Dans les autres villes, la voie est tellement libre. Les gens font il n'y a pas beaucoup de circulation. Et ici, à Cotonou, vous allez voir, si vous êtes... Des fois, la voie est encombrée. Des fois, il y a tellement de bouchons. Et ça avantage. Parce que ça diminue. Ce n'est pas un souhait, mais on voit que cet état de choses contribue à la réduction des accidents. Il y a d'accidents, mais il n'y a pas de morts. Donc, on a fait ce périmètre. Donc, cela veut dire que c'est par rapport à ces statistiques que nous élaborons nos sensibilisations, nos thèmes pour aller à la rencontre de la population, des usagers de la route, pour mieux expliquer, pour pouvoir les conscientiser
à comment faire, à intégrer cet état de choses dans leur comportement sur la route. Vous avez posé la question de savoir si... La destruction des infrastructures routières. Oui, effectivement, le CNSR n'est pas spécialisé. Le CNSR ne répare pas les dommages causés à l'infrastructure. Et il y a un centre. Bon, au début, c'était le fonds routier qui se préoccupait de ça. Mais il me semble que ça a changé de nom. C'est venu comment dirais, au fond, aux infrastructures, quelque chose comme ça, au ministère. Et il y a des voies que l'État prend et il y a d'autres que la mairie prend. Donc ça veut dire que si on est à Cotonou, les voies secondaires, c'est de ressort de la mairie. Et cela veut dire quand il y a un sinistre, quand il y a un accident, tout de suite, le constat qui est fait au matériel, on envoie les dommages causés à la voie au niveau de la mairie. Et la mairie se saisit du dossier, appelle, va voir l'assurance ou bien. D'abord, on invite l'usager qui a causé l'accident. Et par l'intermédiaire de l'usager, on saisit l'assurance pour pouvoir réparer ces dommages-là. Mais on a compris que la réparation prend du temps. Parce que quand il y a un panneau, il y a absence d'un panneau à un lieu donné sur la voie, c'est un risque. On l'a érigé là parce que ça devait corriger quelque chose. Mais si ce n'est plus là, cela veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura de circulation à cet endroit-là, on peut imaginer le sinistre. On peut dire à tout moment, il peut y avoir telle chose à tel endroit-là. Donc, il va falloir la remplacer au fur et à mesure qu'il y a des destructions. Mais ça ne vient pas automatiquement. Et c'est ça qui fait que de temps en temps, on arrive des accidents qui ne doivent pas survenir, qui viennent comme ça. Et les gens n'ont pas tout de suite conscience que c'est parce qu'il y a destruction de telle chose, telle chose, telle chose. Et avec notre cellule, avec la cellule qui s'occupe de l'infrastructure routière au niveau du CNSR, nous essayons de discuter avec ceux qui sont chargés de remplacer ces infrastructures-là pour qu'ils puissent les remplacer à temps pour éviter ces genres d'accidents. Très bien. Merci, Eric Daignovi. Alors, Julius Dadé, je vais vous libérer pour recevoir le psychologue et Émeric Okupeli, mais un mot de fin pour les amis téléspectateurs. Ok, merci beaucoup, madame Émeric. Ce que je tiens à dire, la sensibilisation, ce n'est pas une seule fois qu'il faut faire la sensibilisation, c'est une veille permanente. Il faut le faire. Et je profite de cette occasion pour demander à la population béninoise de respecter le code de la route. Non seulement il faut respecter, mais de penser à être formé en premier secours à base communautaire et les gestes qui sauvent. Parce qu'on ne prévient pas toujours les accidents. Et à la maison, également, les accidents peuvent survenir. Et lorsque nous avons les notions préliminaires, nous pouvons porter assistance et sauver des vies humaines. Voilà le message que je tiens à apporter à la population et d'être prudent surtout sur les voies. Merci beaucoup, Julius Dadé. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint à la Croix-Rouge au niveau de l'unité locale Cotonou Marinage. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, je vous l'annonçais, donc il est installé. André Alikonou, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Nous parlons donc des accidents de circulation, de ses conséquences au plan psychologique. Émeric. André Alikonou, bonjour. Bonjour, Émeric. Alors déjà, je voudrais vous demander, quand on parle d'accident de circulation, est-ce que l'état psychologique de quelqu'un peut le conduire à cet accident-là? L'état psychologique peut le conduire à un accident de circulation? Oui, certainement. Et parce que, vous voyez, dans les causes, je pense que les invités en ont parlé, il y a aussi la distraction. Je ne veux pas revenir sur ce qu'ils ont déjà dit, mais dans les causes qui peuvent conduire à un accident, il y a la distraction. Et dans la distraction, on peut dire, entre guillemets, vous pouvez être distrait par votre état psychologique, c'est-à-dire vous n'êtes pas en état. Vous n'êtes pas vous-même pendant que vous êtes en train de conduire. Vous êtes préoccupé par d'autres pensées, d'autres soucis. Et si vous aviez aussi des souffrances quotidiennes, je vais dire, sur le plan professionnel, sur le plan économique et tout ça, ou relationnel, il n'est souvent pas conseillé de prendre la route parce que vous n'êtes pas en mesure, votre attention n'est plus focalisée sur l'objectif prudence. Je ne sais pas si je me fais. D'accord. Alors, quelles sont les autres conséquences psychologiques d'une victime d'un accident, par exemple?
ben, elles sont nombreuses. Elles sont très nombreuses. Et malheureusement, souvent, les conséquences physiques, je veux dire les blessures apparentes, sont moindres par rapport aux blessures psychologiques. Parce que malheureusement, les blessures psychiques font que l'individu, parfois dans son état, ne perçoit même pas sa blessure physique. Donc, sur le plan psychologique, on a classifié ces conséquences-là en deux. Il y a des conséquences déjà comportementales et il y a des conséquences psychiques. Déjà, il faut reconnaître que lorsque vous êtes dans un état, vous avez subi ou que vous avez été témoin, parce que c'est encore ça, d'un accident ou d'un trauma, d'un événement traumatique, vous allez sécréter en très grande quantité les hormones de stress. Et quand vous sécrétez ces hormones de stress, ça vous met hors de vous. Vous n'êtes plus vous-même. Vous-même, vous ne possédez plus vos facultés. Et du coup, vous allez voir certains, quand ils ont subi un accident, qu'ils soient blessés ou pas, ils sont figés. Ils sont, comment on dit ça, stupéfaits. C'est comme si ils se demandent, ben, qu'est-ce qui vient de se passer? Tout ce que vous vous préoccupez à soigner sa blessure à la tête, tout ça, il est là et puis il regarde, il ne pique pas mot. Et ce n'est que son état, ce n'est que l'effet des hormones. Pendant que d'autres, ils sont tout agités. Il est vraiment, il veut courir, il veut crier, il veut se mouvoir alors qu'il n'a pas la possibilité de le faire. Et donc, il y a ces états-là qui arrivent. Mais il faut comprendre que, foncièrement, il y a deux conséquences qu'on ne souhaite pas, mais qui sont irréversibles, irrémédiables quand on a subi un accident aussi grave. C'est, on dit souvent, les états de stress aigus ou bien le stress post-traumatique, qui, lui, est beaucoup plus, je vais dire, handicapant. Parce que ça perdure dans le temps. Et ça ne vient pas tout de suite. Le stress aigu, lui, 2 jours après l'accident, ça passe. Ça peut venir et puis vous allez percevoir qu'il y a quelque chose. Mais l'autre, 1 mois après, il va commencer par revivre l'événement. Il va commencer par avoir peur de tous les éléments qui l'ont conduit à là. S'il était à moto, il va commencer par avoir peur de la moto, on va dire peur de la conduite. Et puis, bon, il y a une certaine culpabilisation qui vient. Et puis, l'individu, je vais peut-être peser mes mots, mais il est amputé. Amputé sur le plan relationnel, psychologique, individuel, amputé sur le plan social, économique, productivité, parce qu'il ne peut plus être lui. Et donc, comme j'ai dit tantôt, en classe 2, il va avoir des troubles comportementaux et il va avoir des troubles, je vais dire, psychiques, intellectuels. Troubles comportementaux, on va citer tout ce qu'on sait, les états anxio-dépressifs, la dépression, on va citer tout ce qu'on peut avoir comme des troubles de relation dans le couple, dans le professionnel et tout le reste. Et cognitive, on peut citer tout ce qu'il y a comme trouble de langage, parce que bon, il y a quelque chose psychologiquement qui bloque sa manière de pouvoir expliquer ou de bien parler, sa manière de penser, sa manière comment dire, de vivre ses relations et tout le reste. Donc, il faut dire que ce sont des états qui ne nous avantagent pas, parce que ça met du temps à guérir. Et donc, il faut tout simplement, comme on le dit souvent, éviter d'en arriver là. Alors, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure du stress qui fait partie des conséquences, en tout cas, d'accidents de circulation. C'est vrai que parfois, même, on constate que les gens ne sont pas blessés, n'ont absolument rien de grave, mais parfois, le stress les amène parfois même à surpasser, à trépasser. Oui, et je vais peut-être vous surprendre. C'est pas seulement ceux qui sont victimes d'un accident qui peuvent justement aller à cet état. Même les témoins. Les témoins. Et c'est pour ça que je pense que les spécialistes de la route, ils sont beaucoup plus indiqués, rigoureux quand vous avez un enfant à bord. Parce que là, c'est à vie.
Les chocs que l'enfant reçoit vont se répercuter à vie sur sa psychologie, sur son développement, sur qui il va être demain. Et donc, même là, le passager, j'entendais tout à l'heure, on parlait des passagers, on parlait de témoins d'accidents, il peut avoir un choc. Parce que vous savez, c'est vrai qu'on ne peut pas lier uniquement le stress post-traumatique au seul fait de l'accident. Mais il y a l'individu, les événements vécus, le trajet qu'on a vécu jusqu'ici, on va aller toucher quelque chose. Donc celui qui a déjà vécu cet événement ou quelque chose comme une perte et qui vient subir un tel choc, et ça réveille des choses qu'on ne peut plus revenir. Mais il faut dire que le stress post-traumatique est soignable, si je peux m'exprimer ici. On peut prendre en charge, on peut soigner. Et donc, ce n'est pas, comment dire, une pathologie irréversible. Non. Mais le stress ou les traumas ou les conséquences psychologiques subies lors d'un accident peuvent vous conduire à ce qu'on appelle une pathologie psychique irréversible qui peut, c'est-à-dire on peut aller, on parle dans le cas de comorbidité, ça peut créer d'autres pathologies qui vont vous rendre totalement invalide. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'amputation, amputation sur tous les plans. Alors, vous avez vécu un accident, vous avez été témoin d'un accident, ça vous a laissé des chocs sur votre psychologie. Dites-nous comment il fait face après avoir vécu tout ça. Ben, c'est très difficile parce que on dit souvent, quand vous êtes suivant votre état, le mieux c'est de verbaliser. Mais on ne va pas vous forcer à verbaliser. On doit suivre votre rythme. Et donc, c'est d'abord d'en parler avec des personnes de confiance dans votre environnement. Il faut oser sortir ce que vous vivez. Ne gardez pas ça pour vous. Et en plus de ça, le plus important, c'est d'aller vers des activités qui vous déconnectent. Mais il faut forcément et obligatoirement vous faire suivre par un spécialiste. C'est vrai que, selon des études, il semble que notre pays d'origine, notre culture d'origine, tout ça joue sur la gestion de ces émotions-là. Mais il faut forcément se faire prendre en charge par un spécialiste. Parce qu'il peut nécessiter qu'il y ait prescription médicamenteuse pour vous. Et là, il faut aller forcément voir un spécialiste pour vous prescrire le nécessaire pour que ça ne crée pas d'autres situations. Parce que vous voyez, certains peuvent aller des suites. C'est vrai que ce n'est pas très très lié uniquement, mais des suites d'un accident de circulation peuvent devenir alcooliques ou toxicomanes. Ils peuvent faire une dépression grave. Ils ne peuvent plus être professionnellement actifs, productifs. Et donc, il faut forcément, et malheureusement chez nous, je parle de l'Afrique, les questions de dépression sont relativement très très banalisées parce qu'on se dit c'est un mauvais temps, ça va passer. Et puis encore, on peut estimer que c'est tel oncle ou telle tante, tel cousin, tel collègue qui a fait que j'ai eu cet accident. Donc, on est dans un déni qui ne dit pas son nom. Et malheureusement, on ne prend pas la mesure, on ne va pas vers l'aide qu'il faut. Il faut forcément demander de l'aide. On ne peut pas gérer tout seul le traumatisme à l'issue d'un accident ou d'un choc. Oui. Merci, André Lihoun. Merci beaucoup. Alors, restez avec nous. Peut-être qu'il y aura d'autres questions. Je vais peut-être avoir d'abord, avant d'en libérer un, Tanguy, vous avez écouté notre psychologue. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes victimes se retrouver dans des cas extrêmes, comme il a décrit. Oui. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent parce que après ce traumatisme-là, il y en a beaucoup qui ont peur de prendre la voie. Il y en a beaucoup qui, même pour traverser une voie simple,
font appel à d'autres. Il y en a beaucoup qui refusent même d'envoyer leurs enfants ou bien de demander un certain nombre de courses. Et le pire, c'est que c'est l'effet de cet accident sur la vie professionnelle, bien sûr le couple, bien sûr le ménage. Bien sûr. Il y a assez de conséquences, il y a assez de dommages. Raison de plus pour se faire consulter, pour oublier ce moment malheureux et pour penser à autre chose. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais vous libérer, mais je voudrais d'abord avoir l'avis de Eric Daignon-Vi, peut-être sur les éclairages de André Alihonou. Vous êtes tout le temps avec les citoyens sur la route et autres. Oui, merci beaucoup et je pense qu'il a bien expliqué la chose. Et c'est pour cela qu'au CNSR, nous évitons cet état de choses-là. Nous sommes dans la prévention. Nous faisons tout pour que les personnes n'arrivent pas à ce point-là. Et ça, je pense que nous le faisons, mais pas assez. Parce que tous les jours, il y a accident. Tous les jours. Peut-être quand nous sommes ici, il y a des accidents sur la voie. Donc, on essaie de sensibiliser, on essaie de faire comprendre à la population que l'accident, ce n'est pas quelque chose qu'il faut goûter à ça. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire pour voir ce que ça va donner. C'est quelque chose, quand tu le fais, ça a des risques, ça a des inconvénients. Et ces inconvénients, on ne peut pas calculer, on ne peut pas mesurer. Ça peut rester là pendant des générations, il a bien dit. Il y a un traumatisme qui arrive et puis tu as vraiment peur de toute chose, de tout ce qui est lié à la route. Donc, pour cela, il faut beaucoup que les gens nous respectent le code de la route. Les gens n'arrivent pas à ce niveau-là pour comprendre ce qui se passe. Mais ceux qui sont à ce niveau ne comprennent rien parce qu'ils ne sont pas mentalement forts, ils sont dérangés, donc on essaie d'apporter notre aide à la population pour qu'on évite ces genres d'accidents. Très bien. Alors, pour partir, Tanguy, je voudrais que vous partagiez avec nous, peut-être, vous avez peut-être intervenu, ou bien vous êtes intervenu sur un lieu d'accident qui vous a marqué. Oui, plus tard que le week-end passé, c'était tard dans la nuit. C'était dans les environs de Zé. Et ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'était le choc. C'était le choc violent. C'était un véhicule Non, l'individu était à moto, il filait. Et le ralentisseur qui était sur la voie, malheureusement, il n'a pas vu. Et l'excès de vitesse, il est venu tout droit sans ralentir. Et sur le choc, il est tombé avec la moto. Il y a eu assez de dommages. C'était violent. C'était violent. Vous imaginez, même si après ce choc-là, on a, en tout cas à travers la population qui m'ont beaucoup aidé, on a appelé les sapeurs. Mais vous voyez, depuis Calavi jusqu'à Zé, c'est pas facile. C'est pourquoi on dit, lorsque vous prenez la voie, ayez toutes les facultés qu'il faut, respecter les codes, respecter les infrastructures. L'accident, ça ne prévient pas, mais on a tout ce qu'il faut pour l'éviter. Ça, c'est clair. Très bien. Il a pu être évacué? Oui, il a pu être évacué. La police est venue, ils ont fait le constat comme cela se doit. J'espère bien qu'au jour d'aujourd'hui, qu'il se porte bien et qu'il est en train d'oublier ce moment malheureux. Le week-end à aujourd'hui, mardi, c'est pas évident. C'est pas évident. Il est en plein choc. C'est ça. Mais bon, on espère qu'il s'en sortira comme il faudra. Donc après ce temps donc, à l'hôpital et autres et à se soigner. Merci beaucoup, Tanguy Nyamako. Je rappelle donc que vous êtes responsable des opérations de secours à la Croix-Rouge au niveau de l'unité locale Cotonou-Marina également. C'est un plaisir. Je vous raccompagne avec le clip pour retrouver Modeste pour la suite de notre émission. Retour donc avec Modeste, le message. Alors, le premier message qui dit: j'ai eu à vivre 2 fois des accidents de circulation sur la voie allant de la station Toyota pour l'arrondissement, le 8e arrondissement de Cotonou. La cause de ces accidents était
l'état dégradant l'état dégradant des voies, les nids de poules qui font tomber tous les trafiquants de la route. Le plus choquant est l'accident comme militaire qui a pris la route quittant le feu de la station Toyota aux environs de 0 heures sur une vitesse. Il s'est fait percuter lui-même par les nids de poules et il n'a pas vu la barrière notifiant qu'il y a un gros trou devant. Ça. Le choc avait cette barrière-là jetée et la moto, comme dans un film chinois. La moto a reçu un grand coup, puis l'accidenté qu'on croyait mort a commencé à faire signe de vie. Alors un second message de Gabriel Adam qui dit « Il y avait un fil de véhicule derrière un bus qui attendait que le feu change, que le feu vire au vert. Le bus a traversé l'intersection et s'est arrêté pour laisser quelqu'un sortir. J'étais la 3e voiture dans le fil. Le gros camion devant moi a décidé qu'il ne voulait pas attendre. Alors il a fait marche arrière dans ma direction. Il y avait une voiture derrière moi, donc je ne pouvais pas reculer. J'ai klaxonné non-stop, mais il a continué à reculer jusqu'à ma voiture a été emboutie de l'avant. La voiture derrière moi s'est écartée. Lorsque les polices sont arrivés, ils ont fait le constat. Il a ensuite demandé au chauffeur du camion de rédiger une déclaration sous serment et de la signer. Il est allé à sa voiture et a pris son carnet de contravention. J'ai dit, n'allez-vous pas écouter ma version des faits? Et le policier dit non, tout simplement. D'accord. Donc il a reçu une contravention, c'est ça? Oui, il a reçu une contravention. Alors qu'il estime qu'il n'est en rien responsable de l'accident. Bon, c'est tout pour les messages? Oui, nous avons un dernier message qui dit « Ce week-end, à un passage piéton où je m'étais arrêté, une voiture m'est rentrée dedans par l'arrière. Ma voiture était à l'arrêt total. Le conducteur, je pense, il a freiné comme il pleuvait. La voiture a glissé et boum. Je pense que je vais aller voir un médecin, mais j'ai un peu peur car j'ai mal à la nuque, un peu mal à la tête et j'ai l'impression d'être un peu englouti des doigts de la main droite. Ah, et il est encore à la maison. Il est encore. Là, ça m'inquiète parce que avoir tout ça quand même et rester à la maison après un accident, il faut être, je ne sais pas moi. Oui, et effectivement, j'ai suivi les messages. Les messages et je vais essayer d'expliquer un peu. Oui. Et par rapport à la dernière, qui est debout, bien qui s'est arrêtée au niveau de passage piéton. Vous savez, au Bénin, il y a l'incivisme. Parce que quand il y a une voie, il y a tous ces paramètres-là. J'ai dit que la voie n'est pas seulement pour les conducteurs de véhicules de moto, c'est aussi pour le piéton. Oui. Et sur la voie, il y a des places, il y a des couloirs pour chacun. Et chacun doit respecter son couloir. Le passage piéton, c'est pour le piéton, comme ça le dit, pour la traverser, pour tout ça là. Donc, effectivement, les conducteurs à 2 roues et plus, parce que les motos aussi font la chose à 2 roues et plus, se disent que la voie c'est pour eux, que les piétons ne sont pas concernés. Et ça fait que les endroits où les piétons doivent traverser, les gens négligent, les gens ne respectent pas. Même s'il y a un piéton sur le passage piéton, on lui klaxonne pour lui dire pour le presser de quitter. Donc, nous avons ce comportement-là et ça fait que ça aggrave, ça cause beaucoup d'accidents. Et dans nos sensibilisations, nous essayons d'expliquer la chose pour dire que tout le monde a le droit de circuler sur la route en respectant son couloir de circulation. Tel endroit, c'est pour telle chose, telle chose, telle chose. Bon, malheureusement, ça arrive fréquemment. Très bien. Et le conducteur qui a fait une manœuvre. Oui, on va aller donc vite parce qu'il nous reste juste 2-3 minutes. Il y a des choses qu'on ne fait pas sur la voie. Oui. Vous avez un véhicule devant vous qui vous empêche de circuler.
vous n'avez pas le droit de faire marche en arrière. Non, ça c'est interdit. Parce que vous n'êtes pas dans votre parking, vous n'êtes pas à un stationnement. Mais le policier qui a venu faire le constat. Donc, le policier il a été criminel. Non, c'est encore qu'on n'était pas sur les lieux. Il a donné la contravention pour qu'il puisse l'écouter mieux. Au service, ce n'est pas forcément pour le punir. Peut-être qu'il peut donner la contravention pour qu'il puisse venir là-bas. Là-bas pour qu'il puisse régler, comme la voie est obstruée, bien encombrée. Il ne veut pas discuter de ça sur la voie. Je le dis comme ça. Oui. Bon. Défendez bien. Et l'état de dégradation de la voie. Et je le dis parce que dans la ville de Cotonou, même en Calavi, la limitation est là. C'est à 50 km à l'heure. Et ce n'est pas forcément que tu vas aller même à 50 km à l'heure. On vous permet d'aller jusqu'à 20-30 km à l'heure pour éviter ce genre de choses-là. Et l'usager qui dit qu'il y a tellement de nids de poules, effectivement, ce n'est pas une raison. Parce qu'on doit tout faire pour assurer la libre circulation à tout usager. Je ne dis pas que l'État a raison. L'État doit garantir, doit faire. Mais l'usager qui est sur sa moto et qui sait que ce tronçon-là, donc il ne sait pas que ce tronçon, il y a un nid de poule. Et il fait de l'essai. Donc, je pense que la cause, c'est plus la cause humaine que la cause matérielle et autres. Très bien. Alors, André Alikono, un mot quand même pour notre téléspectateur qui est à la maison et qui... Non, lui, je pense qu'on n'a pas besoin de lui dire. Et lui-même, son corps le lui dit déjà. Il faut qu'il aille très rapidement. Très rapidement consulter. Sinon, bon, il a fait le choix. Absolument, la vie est un choix. Alors, la pensée, on va quand même prendre connaissance de la pensée, même si on n'a plus trop le temps. Oui. La pensée de ce matin de Pablo Picasso qui dit « Les accidents, essayez de les éviter, c'est impossible. Ce qui est accidentel révèle l'homme. Les accidents, essayez de les éviter, c'est impossible. Ce qui est accidentel révèle l'homme. » Les accidents, essayez de les éviter, c'est impossible. Ce qui est accidentel révèle l'homme. Bon, je ne sais pas si tout le monde partage son avis. Juste une phrase. Non, je suis pas, je vais dire, bon, dans notre jargon, un accident n'arrive jamais par accident. C'est ça, par accident. D'accord. Oui. Donc, on peut l'éviter. Parce qu'il y a tellement de causes, il y a tellement de choses. Quand vous voyez un accident, quand vous cherchez bien, vous allez trouver une cause que l'on peut éviter. Très bien. André? C'est évident et je pense que la responsabilité humaine est beaucoup plus interpellée par cette pensée. Et donc, oui, ça peut arriver, les accidents, mais je peux aussi éviter et surtout ralentir les effets. Très bien. Émeric? Oui, je pense que l'essentiel a dit, un accident, oui, on peut l'éviter, il n'y a pas, le risque zéro n'existe pas. Cependant, on peut tout faire pour quand même éviter que ce genre de choses surviennent. Si chacun pouvait prendre la responsabilité d'éviter, je pense que on pourra amoindrir un peu le taux d'accident. Alors, Pablo Picasso, c'est un peintre, un dessinateur, un sculpteur français. Merci Modeste. Alors, nous n'avons pas le temps de faire notre quiz aujourd'hui. Bon, ce n'est que partie remise. André Alikono doit être content. Alors, ce n'est que partie remise pour l'émission de demain pour mieux en parler. En tout cas, chers amis téléspectateurs, je vais permettre juste un mot de fin. Nous sommes en saison pluvieuse par ailleurs et il faut faire très attention. Peut-être un mot de fin, dire aux téléspectateurs ce qu'il faut faire. Oui, effectivement, nous sommes en période de pluie et je vais demander aux conducteurs de véhicules de faire beaucoup attention. Il y a des choses sur le véhicule qui peuvent vous réparer. Par exemple, les pneus, l'usure pneumatique en période de pluie, ça glisse, oui. Ça glisse plus. Or, voilà qu'on fait tellement d'essais de vitesse et l'usure pneumatique va s'ajouter. Je pense que le dégât est là. Oui. Il y a les essuie-glaces qu'il faut changer maintenant. Il y a l'éclairage qu'il faut essayer de régler et le système de freinage. Au volant, il faut pas être distrait. Il faut être concentré parce qu'il y a tellement d'informations sur la voie que tu dois respecter. Mais quand tu es distrait, tu n'arrives pas à décoder les panneaux de signalisation. Qu'est-ce que tu dois faire? En quelques secondes, tu dois déchiffrer et mettre ça en pratique. Mais quand tu es distrait, tu n'arrives plus à le faire. Simplement, à nos téléspectateurs, prudence. Émeric? Je pense que prudence doit être maître de sûreté. André Alikono? Moi, j'en appelle vraiment à l'incivisme qui devient un mode de conduite
et qui devient la normale. On dit souvent qu'au Bénin, que tu aies fait l'auto-école ou pas, que tu connaisses le code ou pas, il y a le code de la route du Bénin qui s'impose. Et dans chaque rue, dans chaque ville, je pense que il faut qu'on fasse très très attention, et plus encore les conducteurs de véhicules à 2 roues. Merci André Alejono, Émeric Modeste, Eric Dayanfi, merci. Vous êtes chef division contrôle routier, éducation et statistique au CNSR d'Abomey-Calavi. Merci donc pour ces éclairages. Amis téléspectateurs, vous savez désormais ce qu'il faut mettre en place quand vous êtes victime d'un accident de circulation, et surtout pour éviter les accidents de circulation, respectons le code de la route et soyons surtout sobres sur nos routes également pour pouvoir en limiter davantage. Nous espérons vous retrouver demain pour une autre émission.